Chère Madame la Présidente, chère Christine, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de cette invitation à participer à cette institution qui est le colloque annuel de l'UFE, et merci de l'avoir mis sous le signe de la décarbonation, parce que la décarbonation, c'est vraiment l'enjeu qui nous réunit, c'est l'enjeu qui nous dépasse, et c'est l'enjeu pour lequel nous devons être à la hauteur, malgré les difficultés et les doutes qui ont pu être exprimés par Chloé Morin. Merci aussi de proposer de mettre l'Europe au cœur de cette discussion, parce que c'est bien là où elle est, au cœur du sujet. Beaucoup de leviers de décarbonation sont européens, et je pense que nous n'y arriverons pas, d'abord si nous n'avons pas de level playing field à l'échelle de l'Europe. Nous avons besoin d'avoir des règles unifiées à l'échelle de l'Europe pour permettre à tous les acteurs d'être à cette échelle des acteurs compétitifs, et aussi si nous n'avons pas de level playing field entre l'Europe et le reste du monde. Nous avons énormément d'enjeux de compétitivité vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'autres zones mondiales. Et donc la décarbonation en Europe, c'est la capacité à agir tous ensemble à l'échelle du continent européen et de l'Union européenne, et c'est aussi la capacité à affirmer notre modèle de décarbonation à l'échelle du monde. Le système électrique que vous représentez, que vous constituez, dont la CRE fait partie, a de mon point de vue 5 défis à relever, et ces 5 défis sont à la fois communautaires et nationaux. Le premier défi, c'est la production. Moi, je suis extrêmement frappée de voir le changement de paradigme dans lequel nous sommes depuis quelques années, qui a encore été présenté par RTE pas plus tard qu'hier. Quand j'ai rejoint le ministère de l'écologie en 2018, le discours officiel technique national était « notre besoin d'électricité est stable », et donc toute la question est de savoir quel est le mix électrique que nous préférons. Nous sommes dans un monde complètement différent. Nous savons aujourd'hui que notre besoin d'électricité est en très très forte croissance. RTE dit que nous devons doubler nos capacités ENR d'ici à 2035. Nous évaluons notre besoin de consommation électrique en France à plus 60% en 2050. Et donc nous avons une course contre la montre sur la production. Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, dans le rapport qu'ils ont rendu récemment, disent que les 10 années qui viennent sont la décennie de toutes les difficultés. Et c'est vrai, c'est la décennie de transformation. Donc il faut évidemment laisser derrière nous le débat de savoir quelles sont les énergies décarbonées qu'on préfère. Il faut réussir à aller aussi vite que possible sur la production électrique décarbonée. Et du point de vue du régulateur que je représente aujourd'hui, ça pose aussi une question de l'équilibre entre la dentelle fine, l'acceptabilité ou l'appropriation, je pense qu'effectivement Catherine MacGregor a raison de parler d'appropriation, et l'efficacité économique. Plus les projets sont petits, plus les projets sont ciselés, plus les produits sont saupoudrés, peut-être plus sont-ils faciles à réaliser, encore que, mais plus ils sont chers. Et à un moment où l'investissement dans la transition écologique et dans la décarbonation est majeur, je pense que c'est une question qu'il faut que nous nous reposions collectivement de l'équilibre entre petits, moyens et gros projets. Ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables électriques et que nous devons aller vers tous ces champs à la fois. Merci. Le deuxième défi, il a été beaucoup cité. Je ne parle pas du développement du nucléaire, mais ça, je crois qu'on est tous conscients des efforts à faire à la fois sur le parc existant et sur l'avenir. Le deuxième défi, il a été beaucoup cité, il est très important, c'est la sobriété, la baisse de la consommation et l'efficacité. Ces hypothèses de besoins de production extrêmement élevés incluent des hypothèses de baisse de consommation. Et c'est possible. Et c'est quand même assez encourageant de voir que collectivement, nous avons été au rendez-vous de l'appel solennel qui a été fait par le gouvernement, la ministre l'a rappelé, par les pouvoirs publics, et que nous avons baissé la consommation. Alors dans cette baisse de consommation, il faudra faire la part des choses entre la baisse de la consommation positive, d'une certaine manière, les efforts individuels, les gains d'efficacité et d'efficience, et la baisse de la consommation subie, de baisse de production, qui fait baisser la consommation en France ou en Europe, mais qui ne diminue pas notre empreinte carbone. Mais cette baisse de consommation est possible, et donc tous ces travaux sur l'efficacité, tous ces travaux sur l'efficience, tous ces travaux sur la sobriété sont nécessaires. Le régulateur y prendra sa part, ne serait-ce qu'en travaillant sur les signaux prix, sur la baisse de la consommation, sur les heures pleines heures creuses, sur la gestion de la pointe. Nous en avons absolument besoin. Alors, qui dit signaux prix dit fonctionnement des marchés. C'est évidemment le grand sujet européen et ce sera, j'imagine, l'un des objets de la table ronde. Je voudrais saluer le travail fait par la Commission, qui a mis dans un temps record sur la table d'abord une consultation, puis 2 projets de règlement, Market Design et REMIT,
avec un process qui devrait nous permettre d'avoir des textes adoptés d'ici à la fin de l'année, sous réserve des discussions avec le Conseil et avec le Parlement européen. La Commission a beaucoup travaillé en subsidiarité, en boîte à outils, et je pense qu'elle propose un certain nombre de solutions. On n'est pas d'accord sur tout. On a encore quelques points sur lesquels on a besoin de continuer à travailler ou de convaincre, mais elle propose un certain nombre de solutions qui doivent nous permettre de répondre aux questions posées. La première, c'est le long terme, ça a été très, très fortement évoqué ce matin. Nous avons absolument besoin d'un marché avec des signaux long terme qui luttent contre la volatilité d'un côté et qui permettent de déclencher des investissements de l'autre. Et puis le deuxième, c'est la protection des consommateurs et de la compétitivité, trouver des mécanismes dans lesquels on garde un avantage compétitif en Europe sur le marché de l'énergie. C'est un sujet sur lequel nous allons continuer à travailler. Je voudrais dire un mot de la responsabilisation et des obligations prudentielles des fournisseurs. C'est pour moi également un sujet important. Être fournisseur d'électricité, ça n'est pas une activité totalement comme les autres. Nous devons réussir à faire en sorte que les fournisseurs puissent couvrir leurs risques et donc protéger leurs clients peut-être mieux que ce qu'ils ont fait dans certains cas dans la période précédente. Et vous pouvez compter sur la CRE pour continuer et développer sa surveillance des marchés de gros et sa surveillance des marchés de détail. Le quatrième défi, ce sont les réseaux. Les réseaux vont devenir l'un des points absolument clés du développement du système électrique et énergétique. Nous avons la chance d'avoir un réseau très développé en France et je voudrais saluer les gestionnaires de réseaux, que ce soit transport ou de distribution. Nous avons néanmoins besoin de continuer à investir massivement et à accélérer nos délais de raccordement, accélérer le passage d'un système finalement très centralisé, très descendant, à un système beaucoup plus décentralisé et développer toutes nos marges de flexibilité. Flexibilité autour de l'autoconsommation, flexibilité bien sûr autour de l'effacement, flexibilité autour des moyens de stockage pour pouvoir plus facilement passer la pointe. Nous avons un gros travail sur les zones de décarbonation qui sont les zones industrielles, qui sont à l'échelle française et européenne les endroits où nous pouvons faire la différence sur la chaîne de valeur. Et nous avons aussi probablement besoin de retravailler nos critères sur le soutien aux acteurs des filières des ENR et des filières du nucléaire d'ailleurs à l'échelle européenne, là encore pour être compétitifs face aux autres écosystèmes internationaux. Et puis le dernier défi vous surprendra peut-être, c'est la complémentarité des énergies. Je sais que je m'adresse au système électrique aujourd'hui, mais l'électricité toute seule n'y arrivera pas. Et donc la complémentarité des énergies, il faut la penser. Le régulateur que je suis a la chance d'être régulateur à la fois de l'électricité et du gaz. Nous travaillons donc sur l'avenir des infrastructures sur les deux sujets. Et nous souhaitons aussi continuer à travailler sur d'autres énergies, peut-être les réseaux de chaleur, la biomasse. La complémentarité est indispensable. La crise nous a montré que la résilience était liée à notre capacité à pouvoir conjuguer les énergies. Une volonté très forte de décarbonation va avec la complémentarité des énergies, la capacité à les mobiliser les unes et les autres, et la décarbonation, quel que soit le mode d'énergie choisi. Bien évidemment, au cœur de ce sujet, on va trouver l'hydrogène et l'hydrogène vert qui va se développer progressivement et qui est extrêmement prometteur. Donc voilà ces 5 défis. Je pense que le système électrique français et européen sont en capacité de les relever. On est dans la décennie de vérité. On est dans la décennie dans laquelle la prise de conscience existe, les discours politiques ont été faits. Ce qui est difficile, c'est de faire. Il faut faire à l'échelle européenne, il faut faire à l'échelle nationale, il faut faire à l'échelle locale, il faut faire sous la responsabilité des pouvoirs publics, il faut faire sous l'impulsion des industriels et des investisseurs, et il faut que chaque citoyen considère qu'il a quelque chose à faire. Et dans ces conditions, l'Europe se donnera les moyens de la décarbonation. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Emmanuel, vous restez avec moi, j'imagine. Ne partez pas, restez avec moi et on va profiter juste pour accueillir nos invités. Veuillez accueillir Benoît Lemagnan, cofondateur et président du directoire de Vercor, René Crassou, président de Nouard, filiale d'EDF, Mechthild Worsdorfer, directrice générale adjointe de DG Énergie, Thomas Pellerin-Carlin, directeur du programme Europe, Institute for Climate Economics, et enfin Pierre-Emmanuel Martin, le président et cofondateur de Carbone. Merci de les accueillir chaleureusement. Parfait. Super. Normalement, il y a
la place pour tout le monde et il y a un micro pour chacun également. Bienvenue à toutes et à tous. En tout cas, ravi de traiter ce sujet avec vous pour démarrer. J'avais une autre question prévue pour démarrer, mais bon, si vous voulez réagir un petit peu aussi sur ce que a dit Chloé, n'hésitez pas. Donc, champ libre, mais peut-être un petit, pour démarrer cette discussion, petit état des lieux, très rapide. On est nombreux, on a peu de temps, donc on va essayer de faire très concis et synthétique. Petit état de lieu très rapide de la décarbonation en Europe, en quelques mots, vraiment très rapidement. Qui veut démarrer? Mathilde? Oui, merci. Pour la décarbonisation en Europe, je crois qu'on a fait énormément de progrès. Il y a eu l'accord de Paris en 2015 et on a lancé le paquet énergie propre, on a lancé les Fit for 55, on a beaucoup de mesures. Mais il y a une chose qui est claire. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a eu un besoin d'accélérer la décarbonisation en Europe, en ligne avec la politique industrielle et d'autres politiques. Mais s'il y a une chose, il faut vraiment accélérer, être moins dépendant, par exemple, du gaz russe ou des fossil fuels en général. Très bien. Donc, je pense que je vais vous faire réagir sur un sondage qui a été réalisé par le cabinet de conseil Wavestone, qui est partenaire également de ce colloque. Donc, ce panel où il y avait plus de 300 répondants qui sont représentatifs de la population française, ça a été réalisé très, très récemment, il y a quelques jours même, je dirais. Et j'en profite, je crois que Clément Roy est dans la salle, qui est parmi nous, pour vous saluer avec vos équipes de la Practice Énergie, donc, qui accompagnent justement les grands acteurs du secteur dans leur transformation et dans la mise en œuvre des projets de la transition énergétique. Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Je vais vous juste lire une ou deux questions en vous donnant un peu les résultats et j'aimerais avoir vos réactions. Donc, un premier résultat qui devrait vous intéresser, donc la question était la suivante. À quel niveau pensez-vous que la politique énergétique doit être définie et mise en œuvre? Donc, 41% des répondants pensent que c'est au niveau européen, contre 33% au niveau national et 26% au niveau local. Et si je vais vers la catégorie des jeunes 18-25 ans, on atteint ici 50% pour le niveau européen. Donc finalement, derrière ces résultats, on devine qu'il y a une forte attente, bien évidemment, en particulier des jeunes auprès de l'Europe. Donc question très simple, peut-être juste commenter très rapidement ces résultats, ce que vous en pensez, Thomas. Et je démarre avec vous, et puis les autres, si vous voulez rajouter vos feedbacks, ce sera avec plaisir. Oui, avec plaisir. En fait, ce qu'on voit au niveau politique, c'est effectivement une grande attente des citoyens envers l'Union européenne, qui doit prendre un rôle premier pour au moins 40%, si j'ai bien noté dans ma tête vos chiffres, et notamment chez les plus jeunes. Rapprochez votre micro, Thomas. Voilà, merci. Et ça, c'est aussi essentiel pour l'avenir du projet politique européen. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une génération des plus jeunes pour qui le premier rapport à la politique passe par le climat. Et ça, c'est une véritable nouveauté historique. Quand on regarde les générations précédentes, elles se sont politisées sur des sujets qui étaient les sujets de leur temps, la décolonisation, le racisme. Là, c'est la première fois qu'on a une génération qui se politise sur la question du climat. Et donc, la manière dont l'Union européenne réussira ou échouera à répondre à cette attente, et le Green Deal est le premier pas, mais il faudra évidemment mettre ça en œuvre, va déterminer le rapport à l'Europe d'une génération entière. Et ça, c'est absolument essentiel pour l'avenir de notre continent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est si jamais l'Union européenne ne réussit pas à mettre en œuvre ce Green Deal, ne réussit pas à répondre à cette attente de la jeunesse. Et en fait, cette jeunesse risque de se retourner contre l'Union européenne. Un peu comme on l'a vu en France, une partie de la gauche s'est retournée contre l'Union européenne dans les années 90-2000, parce que l'Union européenne avait fait une promesse d'Europe sociale qui, aux yeux d'une partie de cet électorat, n'a pas été tenue. Et c'est un des éléments, quand on regarde les votes, qui explique que le peuple français a dit oui à Maastricht au début des années 90 et non au traité sur la Constitution européenne en 2005. Et donc aujourd'hui, la question climatique, la réussite de la politique européenne pour le climat, elle n'est pas simplement essentielle pour l'avenir climatique de notre continent, mais elle est aussi essentielle pour l'avenir politique de notre continent. Et donc en conclusion, pour moi, l'Union européenne a déjà tellement investi de capital politique dans le pacte vert européen qu'elle ne peut pas se permettre, elle ne peut pas se payer le luxe d'échouer sur ce sujet-là. Donc ces chiffres ne surprennent personne, j'imagine, autour de la table. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Moi, je suis désolé pour Clément, parce que j'aurais pas posé la question comme ça. En fait, je trouve ça même dommage de donner le choix entre l'Europe, le national et le local. Je crois que ça a été assez dit ce matin dans les interventions de la table ronde. Si je prends l'exemple qui me concerne, pour ne pas parler à la place d'autres secteurs, si je veux arriver à faire un SMR New World quelque part, il aura fallu que l'Europe offre à ce type de technologie un bon cadre d'investissement et de déploiement. Il aura fallu qu'on s'adapte à des spécifications de réglementation nationale et à la souveraineté nationale sur la sûreté nucléaire. Et il aura fallu que le territoire ait envie d'installer un SMR comme une installation industrielle complètement ancrée dans son projet industriel et territorial. Donc je pense que la question c'est est-ce que vous êtes bien convaincu qu'on a besoin des trois choses en même temps pour réussir à déployer l'énergie assez vite? Merci Renaud. Il y avait d'autres questions, hein, donc je vais prendre celle-là. Il y avait cette question dans l'enquête qui disait sur quel axe pensez-vous que l'Europe doit jouer un rôle actif en matière de politique énergétique. Et là, il y avait 52% en faveur de la mise en place d'alliances technologiques, 48% en faveur d'investissements dans des projets concrets de transition, contre 29% seulement en faveur de nouvelles réglementations pour décarboner des secteurs clés, ou 33% pour des règles en faveur d'une économie plus compétitive. Donc là, bon, appel, c'est directement à l'Europe, je pense. Bon, j'aimerais bien avoir d'autres réactions, peut-être, si vous avez... Je sais, j'ai envie de poser la question à Thomas, mais bon, j'aimerais aussi entendre les autres. Mais Thomas, tu peux... Je ferai un peu la même réponse, en fait. C'est que toutes ces choses-là ne s'opposent pas. Si on dézoome un peu, la manière dont l'Union européenne essaye de faire sa transition, c'est en activant 3 leviers. Le prix carbone, la réglementation sectorielle et le financement public et privé. Et il faut les 3. Et les 3 sont absolument essentiels et les 3 se nourrissent typiquement. Voilà, réglementer sur le marché européen l'électricité est un des éléments essentiels pour pouvoir permettre des financements de projets concrets. Et ces 3 choses-là, parfois moi, on me pose la question de est-ce qu'il faut une pause réglementaire ou pas, etc. Pour moi, ces 3 choses-là, ils sont d'égale importance parce que c'est les 3 pieds d'un tabouret. Et votre tabouret, s'il n'a pas 3 pieds et qu'il n'en a que 2, voilà, il n'est pas stable. Quand on regarde ce qui a été fait, il y a eu énormément de choses qui ont été faites durant cette mandature sur le prix carbone. C'est vraiment une révolution sur le prix carbone, notamment sur le transport routier et sur le chauffage. Sur les réglementations sectorielles, ça dépend des secteurs, mais on a quand même signé l'arrêt de mort de la technologie du moteur à combustion pour les voitures, ce qui, là aussi, au regard de l'histoire, est quelque chose de vraiment phénoménal. Par contre, sur le financement, il y a eu des choses, il n'y a pas rien eu, mais rien de comparable dans son ampleur. Et donc pour moi, le prochain chapitre du Pacte vert européen qui doit s'écrire après les élections, c'est sur cet enjeu du financement, de l'investissement de long terme, parce que c'est sur ce levier-là qu'il faut faire effort pour les années à venir. Peut-être juste une réaction complémentaire. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas opposer les niveaux européen, national et local, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent au plan local. Sur l'investissement et la mobilisation d'argent public, là, ça reste encore très national, aussi pour des raisons de souveraineté, de choix d'allocation de l'usage du budget de l'État et des impôts. Et donc, autant la réglementation et un certain nombre de subventions peuvent arriver du niveau européen, et la réglementation, on a besoin qu'elle arrive du niveau européen, parce que si un État se met à réglementer tout seul, la seule chose qu'il produit, c'est une éviction de son territoire vers des projets qui vont aller vers des territoires qui réglementent moins. Autant sur le financement, là, sont des choix qui sont vraiment des choix très politiques et qui, pour l'instant, dont la légitimité est quand même plutôt nationale. Donc, c'est cette articulation qu'il faut trouver. Merci Emmanuel. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je peux dire aussi en complément, je suis d'accord, on a une réglementation dans le domaine énergétique assez forte et on est en train de négocier le paquet sur le market design qui est vraiment extrêmement important et j'espère aussi qu'on va le conclure pour la fin de l'année. Pour le financement, je crois effectivement le rôle européen, c'est plutôt pour tout ce qui est transfrontalier. On a un fonds Connecting Europe Facility, c'est vraiment nécessaire et on est en train d'évaluer les projets, mais on le fait pour entre 2 ou 3 pays membres. Et je suis d'accord, la plupart de l'argent devrait venir du privé et des pots plutôt nationaux qu'européens. Nous, on est là pour donner une valeur ajoutée. Il y a aussi la recherche. D'ailleurs, il y a quand même un fonds qui a été créé après la crise, Next Generation Europe, avec le Recovery Facility, qui sont 750 milliards d'euros dont tous les États membres ont profité. Ça, c'était quand même un boost pour tout le monde, y inclus pour les investissements en énergie. On en reparlera du privé tout à l'heure si on a le temps. Thomas, très rapidement.
Oui, une petite nuance. Effectivement, aujourd'hui, la plupart de l'investissement public est porté par les États. Après, il faut se poser la question de à quel moment est-ce qu'il faut agir au niveau européen sur les enjeux transfrontaliers, mais aussi pour vérifier que chaque État membre a bien les moyens d'investir. Or là, on sait qu'il va y avoir des vrais problèmes d'investissement public dans l'Europe du Sud à partir de 2027, parce qu'il y aura la fin de Next Generation EU. On voit aussi que l'État allemand, et à très juste titre, vient de mettre 50 milliards d'euros sur la table pour des Carbon Contract for Difference, pour décarboner l'industrie sur 15 ans. Je trouve ça très très vrai. Mais si on n'a que quelques États qui y vont tout seuls, on crée effectivement un déséquilibre. Et si on regarde sur les énergies renouvelables, moi je trouvais ça toujours intéressant. Il y a plus de solaire par exemple en Belgique qu'en France. Et on sait que c'est lié au fait que la politique a été plus généreuse au début dans les années 2010 en Belgique qu'en France sur le solaire. Et évidemment, ce n'est pas l'optimum technique. Et donc là, il faut aussi regarder cet enjeu de l'investissement européen pour donner à l'Union européenne les moyens d'investir là où c'est vraiment le plus pertinent, et notamment là où les États peuvent avoir quelques difficultés à investir. Merci Thomas. Juste pour rebondir sur le solaire, justement, l'Alliance européenne de l'industrie solaire a été lancée. Pierre-Emmanuel, peut-être cette question, c'est pour vous, c'est une étape importante, j'imagine, pour l'industrie. À quoi doit-on s'attendre? On parle beaucoup en ce moment de gigafactory. Est-ce que c'est un peu une gigafactory européenne du solaire? Alors, merci. Donc oui, effectivement, Carbone, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le projet français, une initiative européenne franco-centrée d'une gigafactory qui partira du polysilicium jusqu'au module de 5 gigawatts qui s'implantera à Fos. On est la plus grosse initiative et la France est en avance de phase. Là, pour le coup, sur l'industrie, on est un peu plus en avance de phase que sur la production, puisque en termes de production, dans les renouvelables, on est parfois en retard. Effectivement, il y a une alliance qui existe depuis décembre, janvier, et qui est finalement une bonne nouvelle, qui est un outil. Si je peux juste intervenir sur l'Europe a-t-elle les moyens de la décarbonation? Je dirais effectivement ça fait partie d'un des outils, mais je rappellerai quand même que l'Europe est en tête de la décarbonation, puisque là on parle de la décarbonation aujourd'hui. Mais je rappellerai quand même que c'est quand même l'Europe, après l'accord de Kyoto, qui a mis en place les pièces les plus essentielles et qui lead le monde sur cette question-là. Donc c'est plutôt la question serait, l'Europe est-elle en capacité de se donner les moyens d'accélérer sa décarbonation? Et là, on revient au niveau de contrainte. Vous vous rappelez, effectivement, pour les réseaux électriques, en tout cas pour l'électricité, c'est la question de l'acceptation dans des réseaux qui sont historiques. On a quand même les meilleurs réseaux du monde qui ont été posés sur la question de la centralité, des centrales électriques. On parle bien des centrales électriques, on est sur des niveaux de tension élevés. Comment on met plus de renouvelables dans ces niveaux-là? Et donc, la question qui va être posée à l'Europe est de pouvoir accélérer. Donc, quels sont les outils? L'Alliance, c'est quoi? C'est reconnaître que l'Europe aussi était leader du solaire photovoltaïque il y a 20 ans. Voilà. Et la France singulièrement. En 2002, avec Photowatt, on produit 20 MW de solaire photovoltaïque intégré. La Chine, c'est 10 MW. C'est une première usine à Wuxi, c'est Suntech. On est en avance, on est les meilleurs. Pourquoi en 20 ans on est pas... Donc c'est cette question-là qui va être posée. Et donc l'Alliance, ça regroupe les industriels, les résistants. Donc il y en a quelques-uns, des villages de Gaulois, Astérix, on en fait partie. Mais on va essayer de recréer ce tissu. Et je dirais la question de la décarbonation ou de l'accélération. Je préfère parler de l'accélération parce qu'on est dans la décarbonation. C'est donc l'Europe. D'abord, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit tout à l'heure par la politologue, j'ai oublié, Madame Chloé Morin. Il ne faut pas être que sur monoaxe. La décarbonation, oui, mais il y a la question du prix. Parce que la stratégie d'accélérer, ça va coûter cher. Et on le sait, l'énergie chère, c'est juste un no way pour les concitoyens, pour nous industriels. Et donc il va falloir qu'on arrive à résoudre cette équation. Et après, il y a effectivement comment on reconstitue nos outils industriels. Donc il y a les batteries, je suis très heureux que Benoît nous en parlera, mais la Chine a pris une avance, mais il n'y a pas d'inéluctabilité et il faut qu'on revienne. Nous étions les meilleurs, redevenons les meilleurs. Comment on le fait? Et donc je dirais qu'il y a décarbonation, bien évidemment, mais il y aura protection. Il faudra nous protéger. Et là, on est en train, et là on le voit dans le NZIA ou d'autres actes, l'Europe est en train de mettre le mot souverain dans ses actes. C'est-à-dire qu'on a dans le NZIA des choses qui étaient des gros mots encore il y a quelques années, et on le voit avec des pays comme les Pays-Bas ou la Suède qui sont très pushy là-dessus, qui étaient vraiment des grands commerçants, et là on est très heureux. Et puis après, le principe de subsidiarité, il faut remettre, parce qu'on n'arrivera pas, parce que finalement, qu'est-ce qui se pose aujourd'hui? C'est qu'on a fait des renouvelables, et j'en étais dans les années 90 pour la directive, c'est que les énergies renouvelables ne comptaient pas pour grand-chose entre les grands pays. On a fait une politique par défaut. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est important.
le nucléaire aussi. Or, il y a 2 pays qui s'opposent. On C'est va en du parler dissensus. justement du nucléaire, Pierre-Emmanuel. Le dissensus est important, il va falloir trouver un accord entre la France et l'Allemagne sur ces 2 axes que sont le nucléaire et les renouvelables. Voilà. Et la question de l'alliance aussi préfigure ce qu'on pourra faire avec nos Je vais amis revenir, allemands. mais peut-être, Benoît, je pense que vous vouliez rajouter vos commentaires. Oui, alors, ouais, ça marche. Bonjour. Vercors, on est en train de finir un tour de financement pour lancer à Dunkerque, et certains d'entre vous le savent, une usine importante pour faire des batteries. Les batteries, c'est le pivot qui nous manque pour faire la jonction entre la mobilité, le stockage d'énergie et les renouvelables, et donc c'est une pièce essentielle. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce mouvement industriel, il est en train de démarrer. Alors, il est un petit peu démarré un peu avant nous en Asie, mais en Asie, sur certains sujets, ils ont aussi pris de l'avance parce qu'on les a laissés avancer, parce qu'on n'a pas voulu voir les choses. On fait tout un pataquès des ZFE, il faut faire les ZFE, il ne faut pas faire les ZFE. Ceux qui sont allés en Chine récemment et à Shanghai n'ont plus vu un véhicule à moteur thermique depuis déjà quelques années, donc ça a quelques avantages d'être un petit peu moins à l'écoute de temps en temps des forces contraires. On le voit sur d'autres sujets. Alors, au niveau de l'Europe, j'ai un bon exemple et je peux illustrer ce qu'on fait nous avec Vercors très facilement. En fait, l'Europe met en place une réglementation en disant pour être Fit for 55, 2035, plus de moteur thermique. Tout le monde a très peur et puis on se dit mais en fait on sait faire et ce serait bien de le faire localement. Et puis ceux d'entre vous qui ont déjà conduit un véhicule électrique se disent mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc là-dessus l'acceptabilité est très forte. Après les gens disent oui mais ça coûte plus cher. Oui d'accord, enfin sauf que tu n'as plus d'essence à acheter, tu n'as plus d'entretien, tu n'as plus de maintenance, tu n'as plus rien de tout ça. Donc au global ça te coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça, soit dit en passant, que les loueurs basculent massivement parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux d'avoir des véhicules électriques que des véhicules thermiques. Vous ferez une vidange la prochaine fois puis vous me direz le coût. Et donc le marché bascule mais les industriels hésitent. Ils hésitent parce qu'ils ont des coûts échoués sur les industries historiques, ils ont un métier qu'ils ne connaissent pas. Et là, nous, ce qui nous a frappé avant de lancer Vercors, c'est le cas de la Corée. La Corée est un assez petit pays qui, en 1960, était un pays littéralement détruit. Il n'y avait rien. La Corée, aujourd'hui, est un des principaux pays industriels mondiaux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus malins, plus smart que les autres, mais simplement, ils ont une politique industrielle assumée par l'État, qui a organisé avec ces 3 grosses conglomérats industriels une politique assumée, très dirigiste, beaucoup plus dirigiste que ce qu'on pense, mais qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, la Corée soit numéro 1 mondial dans un ensemble de technologies, les semi-conducteurs, les écrans, nos téléphones, mais aussi les batteries pour voitures. Il n'y avait rien d'inéluctable là-dedans, simplement un parallèle que je fais souvent quand je donne des cours. Moi, j'étais à l'école en 2000, quand un certain Serge Turuc a eu cette phrase extraordinaire disant « L'avenir est aux faiblesses ». Et donc, on va faire la transition énergétique, les industries avec du faiblesse. Il faut bien se rendre compte à quel point ça a marqué des générations entières qui sortaient des plus grandes écoles qu'on a en Europe et en France en disant moi je vais aller dans la banque, dans la finance ou dans le conseil et ça ira bien comme ça. Le résultat on le connaît, c'est à reconstruire mais c'est extraordinaire parce que c'est une chance unique et on le voit avec la dynamique qu'on a suscité nous, Vercors et d'autres, avec l'Alliance européenne des batteries, des projets qui arrivent dans l'hydrogène, qui arrivent dans le solaire. Il y a un mouvement vraiment très très important. Donc j'ai beaucoup de conviction et beaucoup d'espoir et ce qu'on voit c'est que l'Europe finalement elle a cette capacité malgré tous les défauts qu'on lui trouve à donner une direction claire, et l'exemple des moteurs thermiques 2035, je pense, est un exemple très clair en disant c'est là qu'on va aller. Ensuite, derrière, les États, avec toutes leurs difficultés, mais quand même avancent très fortement leur budget, essayent, et là on voit la limite de l'Europe, parce que nous, Vercors, on s'implante en France, à Dunkerque, on a été appelé par les Espagnols, les Italiens, les Hongrois, et que sais-je encore, simplement en disant venez chez nous, on vous donnera plus d'argent. Et là, on a compris que l'application de la règle européenne était à géométrie assez variable. Il y a des pays qui sont bons élèves, il y a des pays qui sont peut-être plus créatif sur la manière de venir apporter des soutiens. Et ensuite, il y a le très local. Et ça, je voudrais partager ici une expérience qui est la nôtre. On a eu en France, en 2023, un permis de construire en 4 mois, une autorisation d'exploiter en 5 mois. Je le redis parce qu'on n'y croit pas, mais un permis de construire en 4 mois, une autorisation d'exploiter en 5 mois, sur des sites que le gouvernement a mis en avant à travers Choose France, et tout l'appareil d'État qui s'est mis en route. Et donc on voit là qu'on a une compétitivité d'attractivité industrielle qui est très très forte. Et donc dès 2025, il y a aussi une usine qui s'appelle ACC qui a démarré. Patrick Pouyanné l'a inaugurée la semaine dernière. Il y a d'autres usines qui arrivent. Et on est en train de créer cette dynamique qui est extrêmement vertueuse. Alors du coup les gens me disent « Oh mais est-ce que tu vas trouver les ingénieurs? Est-ce qu'il y a assez de maisons pour les gens? Et est-ce qu'il y aura? C'est des bons problèmes à avoir qu'on va adresser ensemble. Et donc c'est plutôt très positif de voir cette dynamique. Et autour de Dunkerque s'installe
un ensemble d'acteurs maintenant. Merci Benoît. J'allais rebondir sur le nucléaire, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Benoît. Peut-être juste cette question justement de cohérence des actions. Donc vous parliez des États membres. Bon, je ne cherche pas de défaut à l'Europe, hein, c'est pas mon but, mais de comprendre comment fonctionne justement, comment on travaille pour coordonner tout ça. Parce que bon, aujourd'hui on parle de Green Deal, de Fit for 55 ou encore de Repower Europe. Il y a pas mal de tous ces programmes. Comment est-ce que ça se passe avec les États membres dans pour que ça soit coordonner finalement dans les actions. Mesfield. Oui, bon, la Commission fait des propositions qui passent au Parlement européen et au Conseil. Pour le domaine énergétique, par exemple, l'année dernière, la crise énergétique, on a fait au moins 5 propositions d'urgence sur la réduction de demande de gaz, stockage de gaz, réduction de demande d'électricité, tout ça. On l'a proposé et c'était adopté en 3 semaines par les États membres dans des conseils énergie extraordinaires. On n'a jamais fait ça avant et j'espère pas qu'on y reviendra. Mais normalement, on fait une proposition, c'est discuter, comme on a fait un autre exemple le 16 mars pour la réforme du Electricity Market Design. C'est en route maintenant dans le Conseil. On aura une approche générale, ça veut dire les 27 États membres discutent dans des groupes de travail avec les ambassadeurs pratiquement toutes les semaines actuellement, le Parlement européen en parallèle dans les comités énergie-industrie. Et après, je crois quand même, dans le domaine énergétique, il y a bien sûr des discussions sur les détails, il y a des mix énergétiques différents, mais malgré tout, il y a un marché intérieur qui fonctionne, il y a des interconnexions qui fonctionnent, il y a pas mal de choses là dans le permis, dans l'accélération des permis, on a des bons exemples en France, mais aussi ailleurs. Alors, malgré les différences qui sont là et il y a une volonté de travailler ensemble avec les 27 États membres qui est quand même assez exceptionnelle, je dirais. Et de votre perspective, Pierre-Emmanuel, Benoît, Renaud, vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Juste un point complémentaire, c'est que l'Europe, les Européens, on a un énorme avantage. Hein. On n'a ni gaz, ni pétrole et plus beaucoup de charbon. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts. De toute façon, il faut qu'ensemble on trouve des solutions pour maintenir un État social qui fonctionne dans un contexte où ça va coûter plus cher, ça sera moins pratique, ça sera plus intermittent. C'est quand même ça qui est devant nous, et ce que disait Chloé Morin en disant il faut aussi se confronter à la réalité, c'est une partie de la réponse. Après, l'articulation, nous, des États européens, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu, encore une fois, cette réglementation de haut niveau. Par contre, on a des difficultés en tant qu'industriels. L'application des règles n'est pas les mêmes en termes de soutien. L'application des soutiens possibles, quand on regarde, nous, dans un contexte de concurrence américaine très forte avec l'IRA, dont il ne faut pas oublier que c'est à la fois un soutien à la transition énergétique verte, un moyen de sécuriser les emplois bien payés pour les classes moyennes et, osons le mot, clairement une attaque anti-chinoise en termes d'implantation chinoise sur le territoire nord-américain. C'est clairement assumé comme ça. En Europe, on hésite. La Hongrie, bras ouverts avec des subventions infinies à tous les acteurs chinois. Quand on est en Espagne, en France ou en Allemagne, c'est extrêmement différent. Et je trouve que là-dessus, il faudrait qu'on arrive, en tout cas je forme le vœu, qu'on puisse arriver à former un pas de plus, peut-être pas un fédéralisme, mais en tout cas un vrai partage commun d'un certain nombre d'éléments clés, parce que sinon on continue trop souvent à se battre entre nous et pas assez contre l'extérieur, et c'est un petit peu dommage. Merci Benoît, de manière très concise. Moi je reste persuadé qu'il y a une voie qui est en train de se trouver, elle est dans la difficulté, hein, il va de soi, bon... effectivement, comme pour Benoît, on part from scratch. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour nous, en tout cas la France, c'est un atout, parce que l'État français est quand même connu pour sa centralité, son jacobinisme, et donc on est en avance par rapport à vrai tous les autres pays, et notamment l'Allemagne, qui elle, dans son système fédéral, essaie de se poser la question faut-il et comment peut-on réindustrialiser, et là on le voit, c'est aussi une chance, la France, on a déjà une feuille de route claire qui est à peu près 10 gigawatts de polysilicium, de wafers, de cellules et de modules en 2030. Aucun pays n'a posé une feuille de route aussi claire, et la France veut devenir, et clairement c'est le souhait du gouvernement, l'atelier de fabrication des panneaux solaires en Europe, dont 40% à partir de 2030 devront venir et être fabriqués en Europe. Donc on a une vraie chance. Voilà. Après, oui, l'Europe, c'est l'Europe. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir aussi marketer, expliquer. C'est que la démocratie, c'est compliqué. Quand vous avez un dissensus, il y a 2 façons de le régler. Hein. Vous donnez des haches aux 2 parties et puis que le plus fort gagne. Ou alors, c'est le droit et la parole. Et c'est ça l'Europe. On a tous des cultures, on a 27 pays qui sont différents, l'Afrique noire, la Hongrie, et on va y arriver. Et c'est ça qu'on va aussi pouvoir demain marketer. Si l'Europe sort un peu de l'illusion de ce libre-échange, mais ça a été son projet politique pendant 40 ans, la liberté de mouvement, la liberté de commerce. Bon, si on sort un peu de ça et qu'on remet des barrières, on va pouvoir mettre
dans nos prix une externalité positive très forte qui s'appelle la liberté. Et nous, actuellement, on est en train, évidemment, de sortir des compétences. Et parmi les compétences qui veulent nous rejoindre, c'est des Chinois. Beaucoup d'ingénieurs chinois nous disent « Mais vous, c'est super, parce qu'en Europe, il y a au moins un truc qu'il n'y a pas là-bas, c'est la liberté. » D'accord ? Et donc, dans toutes nos filières, il va falloir le pricer, c'est-à-dire qu'il va falloir dire demain, le modèle social européen ne doit plus être toujours mis comme étant un obstacle dans un moins-disant économique permanent, mais dire que ça, c'est un atout de l'Europe. Là, on fait 27 pays qui font partie des démocraties, il y en a 36 dans le monde, c'est notre espace commun, et dans cet espace, qu'est-ce qu'on va fabriquer ? Et ça, on va se protéger. Voilà. Après, effectivement, l'IRA pose un autre problème, c'est que les équipementiers veulent tous aller là-bas, ils nous font tous des misères, et les prix sont chers. Mais je pense qu'il va falloir que l'Europe considère à un moment donné, bon, on a été libre-échangiste, on arrête un petit peu, on est plus naïf, on laisse quand même les Chinois pouvoir commercer un peu avec nous, mais en tout cas, on réinternalise nos externalités positives. Merci Pierre-Emmanuel. Vous n'êtes pas concis, Pierre-Emmanuel. Mais en tout cas, c'est clair. Je veux juste une réaction, Renaud, sur ce sujet, et on va parler du nucléaire. Je vois qu'Emmanuel veut aussi rajouter quelque chose, donc allez, réaction rapide. Sur le sujet de la coordination, le nucléaire est dans un cas bien particulier, puisqu'il n'y a pas du tout de consensus européen sur la place du nucléaire, et donc à cette question, quelle est la place du nucléaire, et la place que les États membres souhaitent lui apporter, il y a eu récemment une alliance du nucléaire, la ministre en a parlé ce matin, d'un certain nombre d'États membres qui se sont clairement déclarés en faveur d'une part de cette énergie dans leur mix. Mais du coup, il y a une coordination qui existe. Cette coordination est beaucoup plus bottom-up à travers la souveraineté qu'ont les États dans la partie qui leur appartient de choix d'un mix, de promotion de certaines technologies, de promotion d'emploi, d'un savoir-faire national, etc. Et clairement, pour le domaine des SMR en tout cas, on a besoin de cette coordination. Aujourd'hui, Neward, c'est le seul SMR vraiment européen. Les autres SMR ont une propriété intellectuelle qui vient de l'étranger, qui est soumise à export control, qui est soumise à plein de choses. La génération 4, qui aujourd'hui bourgeonne de 1000 nouvelles fleurs et qui forcément créera des ruptures technologiques et pour l'étape d'après, mais il se passe plein de choses en Europe qui sont très enthousiasmantes. Les niveaux de subventions tels qu'elles sont déployés dans France 2030 rivalisent quand même pas si mal que ça avec le gros soutien du DOE aux réacteurs avancés, à l'échelle de la France en tout cas. Et donc nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que cette coordination très bottom-up, avec une envie farouche de développer des nouveaux produits qui viennent boucher des trous dans le mix énergétique, notamment pour la décarbonisation de l'industrie, trouve petit à petit un écho pour qu'ils puissent faire partie du mix dans le level playing field dont Emmanuel Vargon parlait tout à l'heure, pour les pays qui souhaitent s'équiper et pour pouvoir contribuer. Merci Renaud. Emmanuel ? Donc, je voulais juste réagir sur la souveraineté stratégique et la sécurité d'approvisionnement, parce que je pense que la guerre a été vraiment un catalyseur d'un changement fondamental sur ce sujet. Et que certes, il y a toujours de la concurrence entre États membres et que d'une certaine manière, c'est normal que chaque État membre essaye d'attirer sur son sol les projets les plus importants et les projets les plus générateurs d'emplois. Mais il y a maintenant un consensus sur le fait qu'on ne peut pas éternellement dépendre de l'extérieur pour des technologies stratégiques ou pour la base de notre approvisionnement énergétique. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de la logique dans la sécurisation des filières d'approvisionnement et donc dans la manière dont on écrit les appels d'offres et les mises en concurrence. On a des débuts de réflexion là-dessus et des amorces. On est encore relativement limité, je parle de l'échelle européenne, pas de l'échelle nationale, mais il faut qu'on assume une forme de préférence communautaire beaucoup plus qu'avant. C'était totalement un gros mot, ça allait de moins en moins, mais on est un peu au milieu du gué encore parce que les textes sont pas encore complètement là. On a fait le changement intellectuel et maintenant il faut qu'on fasse le changement juridique. Alors la question, donc vous l'avez souligné aussi, est justement en souveraineté. Donc on parle de souveraineté européenne. Quand on voit un peu ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis ou en Chine, voilà, donc on voit des mesures concrètes justement pour favoriser l'industrie nationale. L'Europe fait de même. Donc la question que j'ai envie de poser, donc est-ce qu'il y a un moyen pour justement privilégier l'industrie européenne et bien sûr garantir sa compétitivité ? Oui, mais là-dessus, c'était mentionné. On a aussi proposé le Net Zero Industrial Act qui est en train d'être discuté également au Parlement et au Conseil. Je suis d'accord qu'on a changé au niveau européen comme au niveau national un peu. On a travaillé sur les objectifs renouvelables, l'objectif efficacité énergétique, l'hydrogène et tout ça. Mais là, on ajoute la compétitivité européenne encore plus.
on y a déjà pensé avant, mais là, c'est devenu vraiment le centre de nos débats. Et je crois que le Net Zero Industrial Act donne une valeur pour quelques technologies clés d'avoir une conception européenne ensemble, mais il y a aussi les alliances, le Battery Alliance, le Solar Alliance. Il y a d'autres mesures qui peuvent accompagner cet acte-là, mais en tout cas, il y a eu un changement là-dessus politique de conception, et je crois que c'est en partie une réaction sur la IRA, mais en partie, ou la Chine, mais en partie aussi une nécessité de regarder la compétitivité de l'industrie européenne. Et justement, Benoît, sur les batteries en Chine, la compétition est rude, hein? Vous savez, dans un marché qui croît de 30, 50, 70% par an, la principale compétition, c'est de fournir la demande. Donc, heureusement qu'il y a déjà des batteries qui sont fabriquées ailleurs pour pouvoir fournir, parce que ça va prendre un petit peu de temps, et malgré le nombre de projets, comme vous avez pu le voir sur certaines cartes, qui du reste sont souvent un petit peu faussés, dans une hypothèse très optimiste, l'Europe pourrait être probablement autonome pour 50% de son besoin en 2030. Donc on va de toute façon devoir importer extrêmement fortement. Et si on fait 50%, ce sera déjà très joli. La principale limite à la décarbonation maintenant du transport, c'est la vitesse de ramp-up, de montée en cadence de ces usines de batterie, et des supports sous-jacents en termes de production d'électricité. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, on n'est pas du tout en concurrence avec qui que ce soit, on est dans un même besoin d'augmenter aussi vite que possible les capacités, ce qui est difficile. Il ne faut pas se tromper, c'est beaucoup plus difficile de basculer sur des modes de production, quels qu'ils soient d'ailleurs, décentralisés, renouvelables et du stockage par batterie, que de continuer à remplir son réservoir d'essence. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper. Sur les batteries, on voit quand même que l'Europe agit. La France en particulier a dit récemment qu'il y avait une volonté du gouvernement, c'était le plan dévoilé sur la loi industrie verte par les ministres Le Maire et Lescure, de pouvoir moduler le soutien apporté aux véhicules suivant leur origine de fabrication et indirectement suivant leur empreinte carbone. Alors attention, on a essayé de le faire dans les panneaux solaires, on n'y est pas arrivé, donc il ne faut pas forcément voir ça comme suffisant. Mais pour moi, ça fait écho à ce que j'appelle le dilemme que nous avons chacun en nous, qui est d'être à la fois un consommateur, un citoyen et aussi un salarié. Et malheureusement, et l'Europe a été construite pour ça, elle a mis le consommateur comme étant finalement la priorité de tout ça. Et puis on s'est dit, si le consommateur est content, le citoyen votera bien, et le salarié, avec un peu de chance, il sera content. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le consommateur ayant la priorité, le salarié a commencé par se dire, en fait, ça se passe moins bien pour moi. Et comme aujourd'hui, quand vous achetez un panneau solaire, une voiture ou un téléphone qui vient de la Chine, vous avez votre satisfaction de consommateur qui est déconnectée de l'insatisfaction de votre enfant qui ne trouve pas de boulot, en fait, on n'arrive pas à faire ce lien-là. Et puis le citoyen, au bout d'un moment, s'il ne résout pas les deux premiers côtés du triangle, il va voter pour ceux qui ont l'air d'écouter sa colère. Et je pense que ce qui se joue dans cette notion de souveraineté et des moyens de décarbonation, au fond, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qu'on met comme moyen pour maintenir l'Europe, j'ai bien aimé le mot de Pierre-Emmanuel, en termes d'état de liberté, de maintien d'une démocratie ouverte. Et si on ne résout pas ce triangle, on ne va pas y arriver. Donc d'aucuns disent qu'on a une énorme chance, la Chine nous alimente en technologie propre. Je pense que si on suit cette voie trop longtemps, et qu'on ne retrouve pas cette indépendance, cette capacité à faire nous-mêmes des choses, on s'achète des lendemains difficiles. Réaction rapide, Thomas. Oui, il est très clair pour moi que le maillon faible qui a renforcé dans la politique européenne, c'est vraiment cet enjeu de l'investissement et du financement, et qui d'ailleurs permet de sortir un peu du dilemme salarié versus consommateur. Si on réussit à avoir un plan d'investissement européen de long terme, disons 2025-2035, avec des contributions publiques de l'Union européenne, des États membres et aussi des contributions privées, on peut créer un cercle vertueux de baisse du coût du capital, et moins le capital coûte cher, plus vous pouvez rémunérer les salariés, mais plus aussi vous pouvez baisser les prix de manière à ce que les consommateurs puissent acheter un véhicule électrique, rénover une maison, acheter une pompe à chaleur, etc. Oui, alors... Très rapidement, il nous reste quelques minutes. Oui, non, il faut effectivement... la question de l'investissement et du CAPEX, et des aides sont importantes, mais c'est le long terme. C'est qu'il ne faut pas être naïf. Pour ce qui concerne le secteur du photovoltaïque, la Chine, c'est China Corp. C'est 85% des modules sont fabriqués en Chine, 97% des plaquettes de silicium, qui sont la base, sont fabriquées et consommées, sont fabriquées en Chine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une distorsion de marché qui est majeure. Le photovoltaïque, c'est un des 7 piliers stratégiques industriels de la Chine, qui ne l'a pas acquise from scratch, c'est en rachetant petit à petit des pièces et les maîtres du jeu de Go. Ils ont tout racheté dans la vallée de la chimie, Rodiavez, Elkem, Blue Star, pour maîtriser le silicium. Ils ont racheté les sillages de Meyer Burger. Ils ont racheté, voilà. Et ils ont constitué leur appareil industriel. Et
ils le maîtrisent et ils maîtrisent les prix. En 3 mois, voilà, juste pour la petite histoire, on consulte le marché. Il y a 3 mois, tout le monde nous applaudit parce que on signe tout ou 25 centimes du watt crête. Bon, là aujourd'hui, les Chinois, oui, mais c'est 18. Bon, comme par hasard. En 3 mois, ils baissent de 40% le prix. Et voilà, on a China Corp. Donc c'est aussi ça, cette protection, c'est de ne pas être naïf. C'est pas parce qu'on est moins bon, c'est qu'il y a une vraie volonté centralisée du Parti communiste chinois d'être dominant sur des technologies clés. Et il va falloir se protéger contre ça. Et donc nous, on va aussi travailler sur c'est quoi les barrières pour éviter ces effets de bord, parce que ne travaillez que sur le CAPEX, vous ne résolvez pas la question de l'OPEX et du long terme. Et ça, il va falloir vraiment travailler là-dessus pour éviter les effets de bord. Je vais peut-être juste poser une dernière question et réponse très rapide. Je pense que la dernière sera pour Mesfil et Thomas sur justement sur le financement de la décarbonation en Europe. Il y a pas mal de programmes qui arrivent à terme en 2027, 2030. Est-ce qu'il y a des nouvelles propositions de politique publique qui justement permettraient d'accélérer la transition? Donc juste pour conclure très rapidement. Bon, en termes de financement, on a un budget de 2 trillions, on dit, trillions, en Europe, et il y a une bonne partie qui va à 30% pour les fonds structurels, et c'est ça les États membres qui sont gestionnaires. Et pour tout le budget de l'Union européenne, il faut d'abord dire 30% doit être mis sur tout ce qui est énergie-climat. Minimum. Okay. Pour les fonds de recherche Horizon Europe, c'est 35% minimum pour tout ce qui est énergie, climat. Et comme j'ai mentionné, après il y a des fonds un peu plus petits, mais il y a aussi eu, après le Covid, le Recovery and Resilience Facility, où les États membres ont mis aussi priorité, pas mal. La France a fait beaucoup sur l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments sociaux et tout ça. D'autres ont fait dans d'autres domaines. Mais je crois qu'il y a un financement qui est européen, qui est en pourcentage relativement peu par rapport aux besoins d'investissement qui sont énormes pour cette décarbonation qu'on a en transition. Mais il faut certainement avoir plus d'investissements privés. Je crois 10 à 15% c'est public et le reste doit être privé. Alors bon, nos fonds contribuent, mais il y a quand même un travail de privé et de cadre réglementaire pour vraiment donner des initiatives pour le privé. Très rapidement, Thomas, ce sera le mot de la fin. Ouais, juste du coup, pour remettre en contexte le chiffre de 2000 milliards, c'est un arrondi supérieur de 1700 milliards, mais en fait c'est sur 7 ans, puis il y a du prêt, etc. etc. Le budget annuel de l'Union européenne, c'est 150 à 180 milliards d'euros, c'est moins d'1 point du PIB européen. C'est pas avec ça qu'on va faire la transition écologique, ni la transition numérique, les questions de défense, etc. etc. Là, on est précisément à 366 jours, donc 1 an et 1 jour des élections européennes. Et cet enjeu-là, pour moi, de l'investissement climat est essentiel et il faut qu'en tant que citoyen, on ait ce débat-là dans le cadre de ces élections. Puisque c'est un des moments, tous les 5 ans, où on peut du coup choisir, avoir un impact direct sur notre futur. Et donc pour moi, ça, c'est un des enjeux principaux. Il y a des enjeux très politiques. Combien d'argent on met? Sur quel secteur? La question du long terme. Qui paye? Public, privé, au sein du public, Union européenne, États membres. Et puis, comment est-ce qu'on finance tout ça? Par la dette, par d'autres mécanismes. Mais ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Et ça doit être un des enjeux clés pour moi des élections européennes de dans 1 an, parce que ça permet à la fois d'avoir un message politique qui est porteur d'espoir, qui est tourné vers l'avenir, et qui peut être aussi rendu très, 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 très concret. Puisque derrière ce plan d'investissement, il y a des projets concrets, il y a des usines de batteries, il y a des rénovations d'écoles, il y a toutes ces choses-là à financer. Et donc du coup, pour moi, c'est voilà, mon appel et du coup mon point de conclusion. Il faut qu'on débatte enfin de la question de l'investissement de long terme de l'Union européenne pour bâtir un futur énergétique propre qui crée des emplois et qui préserve la souveraineté et la liberté européenne. Merci Thomas et merci à tous. Vous pouvez les applaudir, je vous laisse regagner vos places. Merci beaucoup. Merci à vous.